Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule du volet finance du parcours coop. Donc, dans cette capsule, on va parler de coûts de projet et de types de financement plus précisément. Dans la capsule suivante, on va parler un peu plus des sources de financement. Donc, comme à l'habitude, je vous invite à prendre des notes, à réserver vos questions pour la séance, pour que tout le monde puisse profiter des questions de tout le monde. Donc, la séance donc de mercredi prochain. Donc, les coûts de projet, ça constitue en fait l'ensemble des actifs qui vont être nécessaires pour réaliser un projet d'entreprise, que ce soit un démarrage, une expansion ou un redressement. En ce qui vous concerne, c'est des démarrages. Donc, on va essayer de voir tout ce qu'on a, ce que vous avez besoin pour commencer vos activités et les liquidités nécessaires pour se rendre jusqu'à l'autonomie financière. Donc, il ne faut pas tomber en rupture de liquidité. On voit trois étapes on a identifié trois étapes dans la réalisation, l'établissement des coûts de projet. Donc, première étape, c'est l'évaluation préliminaire. C'est un peu là qu'on est présentement. Ça va se préciser avec les autres séances. Donc, préfaisabilité, on entend par préfaisabilité évaluer le potentiel de vente, donc à partir des données marketing et d'études de marché que vous allez faire. On essaye d'évaluer les actifs nécessaires très approximativement, donc quelle productivité, quelle main-d'œuvre on va avoir besoin, les dépenses à venir, combien ça peut coûter de loyer, par exemple. Donc, on est dans l'approximatif, mais on essaye de se rapprocher le plus possible. Ensuite, on va faire les coûts préliminaires. Un coup qu'on a vu qu'est-ce qu'on peut atteindre comme productivité, ça identifie les besoins en équipement, en véhicule, en bâtiment, donc tous les coûts préliminaires. Donc, on essaie d'évaluer le plus précis possible, mais dans la préfaisabilité et dans l'évaluation préliminaire, on ne va pas trop loin parce que ça va évoluer. Ça ne donne rien d'aller chercher une soumission d'un entrepreneur à cette étape-ci. On veut juste avoir une idée des coûts généraux parce que cette étape-là, l'évaluation préliminaire, c'est un peu un go, no-go. Ça passe ou ça ne passe pas. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on veut continuer? Si oui, ben, on va de l'avant. Vers l'autre étape, qui sont les prévisions financières, donc séances 7 et 8 du parcours, avec du coaching par la suite, si vous en avez besoin. On a du coaching dans tous les types de formations qu'on donne. Donc, avec les prévisions financières, on identifie vraiment la productivité nécessaire pour atteindre les ventes. Donc, les équipements, les installations, vous voyez que ça fait déjà un impact sur les coûts de projet. Les besoins en liquidité à partir du budget de caisse, on va tout voir ça dans la prochaine séance. Puis l'identification des partenaires financiers potentiels. Déjà là, on peut commencer à voir qui pourrait financer ça. Ça a un impact sur les coûts parce que selon qu'on a des subventions ou pas, est-ce qu'il y a des coûts de financement? C'est toutes des choses qu'on va voir dans les prochaines séances et dans celle-ci aussi. Donc, évidemment, après ça, on fait les coûts de projets finaux. Là, on va chercher des soumissions, on va chercher des devis, on va chercher des catalogues ou quoi que ce soit qui est une preuve de coût parce que nos bailleurs de fonds veulent avoir une certitude. Ils veulent pas une fois qu'ils ont accepté un financement, ils ne veulent pas revenir pour vous en donner d'autres parce que vous avez mal évalué vos coûts. Vous voyez un peu, donc c'est très important d'avoir une évaluation des coûts le plus précise possible quand on dépose le final. Évidemment, dans cette évaluation des coûts-là, il va y avoir un ajustement des prévisions financières. Par exemple, un exemple de coût, on peut avoir l'achat ou la construction d'un bâtiment, la rénovation si on est propriétaire, amélioration locative si on est locataire. Dans les deux cas, c'est des travaux sur les locaux. Donc, pour aussi avoir besoin de mobilier et d'équipement, la plupart du temps, ça peut être des tables de restaurant autant qu'une presse à sérigraphie, par exemple, ou toutes sortes d'équipements. Sites et plateformes web, la plupart du temps, maintenant, on a besoin de ça. Des stocks de départ, donc l'inventaire, ce qu'on appelle l'inventaire, qui est le vrai terme, est stock. Donc, ça peut être pour un restaurant tout
toutes les denrées nécessaires au démarrage, puis les épices et tout ce qu'il va avoir besoin pour démarrer. Puis le fonds de roulement, liquidité, donc ce qu'on va avoir besoin pour passer soit les courbes saisonnières plus creuses ou pour compenser un déficit qui est provoqué par évidemment, la première année, habituellement, on n'est pas, je le disais dans l'autre capsule, c'est pas la première année, on est rarement rentable. Donc, il faut qu'il y ait du fonds de roulement et des liquidités pour couvrir ces déficits-là et ces manques de liquidités-là temporaires. Important de différencier coût de projet et coût d'opération. Donc, quand on parle de coût de projet, c'est nos actifs, c'est les usages. Donc, c'est des actifs à financer, ils sont au bilan. Vous vous rappelez, à gauche du bilan, il y a les actifs et à droite, leur provenance. Bien, le coût d'opération, je reviens avec les provenances. Coût d'opération, c'est ce qui est financé par les revenus. Idéalement, une entreprise a des revenus supérieurs à ses charges d'opération. Donc, c'est à l'état des résultats. Mais il peut y avoir toutefois un déficit, comme je disais la première année, qu'il va falloir financer. C'est les liquidités de ce déficit-là qu'on va financer et non pas les charges d'opération. Donc, si on regarde le financement des coûts d'opération, on va appeler ça fonds de roulement. Je vous le montre dans un exemple tout à l'heure. Par exemple, il peut y avoir des coûts d'opération exceptionnels à la première année qui vont être par exemple, une campagne de promotion. Bien, cette campagne-là va provoquer un déficit. C'est le déficit qu'on veut financer et non pas la campagne elle-même. Cet exemple ici, vous voyez, on a un terrain, on a des rénovations qui s'ajoutent à la valeur du bâtiment. Une contingence, on a eu 30 % d'imprévus parce que c'est un vieux bâtiment. C'est un exemple d'une auberge en coopérative. Donc, mobilier, équipement, des fournitures et du fonds de roulement. On appelle ça fonds de roulement ou liquidité. Dans ce cas-ci, l'entreprise prévoit un déficit de 70 000 $ sur 450 000 environ de chiffre d'affaires. C'est un projet fictif d'ailleurs. Ce n'est pas une vraie entreprise, c'est un projet que j'utilise dans des formations. 70 000 de fonds de roulement, mais ont aussi besoin d'un coussin financier pour les saisons plus creuses. Donc, on a évalué le besoin de liquidité à 100 000. Mais le déficit de 70 000, ben, il peut être lié à de la main-d'œuvre, il peut être lié à des taxes, il peut être lié à toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça qu'on finance, c'est le déficit qu'on finance. Donc, dans le montage financier, dans les coûts de projet, on voit rarement il y en a qui le font, mais les bailleurs de fonds habituellement vont parler de liquidité. C'est tous des éléments qui vont venir au bilan, s'installer au bilan et non pas à l'état des résultats. On pourra aussi préciser tout ça lors de la réalisation des états financiers. Ça va être plus clair pour vous et évidemment les questions de la séance en direct. Il existe 3 types de financement. On a classé ça en 3 types. C'est intéressant que vous sachiez quels sont ces types de financement-là pour, dans votre recherche, pour savoir quoi prioriser en fonction des caractéristiques de ces financements-là. Premièrement, l'équité. Bon, c'est un anglicisme. On a vu que l'usage courant du terme équité et quasi-équité, j'y reviens. On utilise cet anglicisme-là. Donc, l'équité, c'est l'avoir. C'est l'avoir des membres, l'avoir de la coop. C'est ce qui est en propre à la coop, ce qui va revenir en propre. Donc, ce n'est pas des dettes. Vous vous rappelez, les provenances, il y avait du passif et de l'avoir. Donc, l'équité, c'est l'avoir. Quasi-équité, c'est de la dette, mais c'est des prêteurs spécialisés. J'y reviens. La dette comme telle, en fait, la quasi-équité, on va appeler ça plutôt un passif. Ce qu'on appelle la dette, c'est ce qui vient, par exemple, des banques et des caisses. Donc, c'est vraiment du prêt, habituellement avec une garantie. J'y reviens un peu plus précisément tout à l'heure. Puis, la plupart du temps, les montages financiers, tous les types de financement on va avoir un montage mixte. Donc, selon l'ampleur du projet, selon la nature du projet, on va avoir les 3 types souvent de financement dans un même projet. Commençons avec l'équité. L'équité, donc, c'est premièrement des subventions. Ça peut être des dons, donc l'équité en général, excusez-moi, ça peut être
des subventions, des dons ou des mises de fonds. Premièrement, les subventions aux opérations. Ils ne seront pas toujours dans le montage financier, mais je vous les présente quand même. On va habituellement les voir plus dans les prévisions financières des subventions aux opérations. Mais c'est important pour le bailleur de fonds de savoir que, par exemple, vous avez une subvention salariale d'Emploi Québec qui finance un nouveau salaire. Mais ça ne sera pas dans le coût de projet comme tel, habituellement. Ça va être plus dans l'argumentaire du plan d'affaires. On va présenter dans les prévisions financières qu'on a une subvention salariale, par exemple. Les immobilisations, bien ça, c'est subventions qui vont, des subventions aux immobilisations, donc qui vont financer des actifs à long terme. Donc, de l'équipement, un véhicule, des bâtiments, toutes sortes de choses qui vont vous servir à long terme. Les levées de fonds, évidemment, qui sont des dons, des activités de financement, ça peut être toutes sortes d'un tournoi de golf, ça peut être toutes sortes de choses. Le sociofinancement, qui est une campagne plus sur Internet de souscription, qui implique souvent des récompenses, des incitatifs, soit des rabais ou des bons d'achat dans votre coopérative une fois qu'elle va être démarrée, ou un T-shirt ou quoi que ce soit. Donc, c'est une stratégie de financement qui se fait par Internet avec différentes structures, GoFundMe, La Ruche, Indiegogo, il y a plusieurs types de plateformes qui existent. Et les fonds propres, donc la mise de fonds, donc les parts que les membres vont investir au démarrage, donc très important. Évidemment, une coopérative en activité peut aussi mettre de ses propres fonds, de l'avoir proviennent de sa liquidité dans un projet, mais dans ce cas-ci, vous avez les fonds propres vont provenir de vos parts privilégiées. Très important, on maximise l'équité avant les autres. C'est le plus important parce qu'il n'y a pas de contrainte. Il y a uniquement, c'est de l'argent gratuit. Sauf pour les parts privilégiées qu'il va falloir rembourser aux membres un jour, mais c'est entre vous. Donc, c'est entre les membres, c'est en considération comme l'équité. Donc, c'est le moins contraignant comme financement. Ensuite, on a la quasi-équité. Ça, c'est des prêteurs spécialisés. On va les voir dans la capsule 4. Qui sont ces prêteurs-là? Donc, c'est des caractéristiques suivantes. Donc, un remboursement est flexible. Donc, on va avoir des fois une partie fixe, une partie variable. On pourra regarder ça en cours quand on va sélectionner les bailleurs de fonds qui vont contribuer à votre projet. Donc, c'est flexible. C'est à longue échéance, donc on parle de 5 ans et plus. Il y a souvent un moratoire sur le versement de capital. Ça, ce que j'entends par là, c'est un congé. Donc, l'entreprise ne paye que des intérêts pendant, par exemple, 12 mois. Elle ne rembourse pas le prêt pour se donner un peu d'oxygène sur les liquidités, donc un peu d'air pour donner en démarrage, souvent qu'on va offrir des moratoires pour justement permettre à l'entreprise de ne pas manquer de liquidité. Donc, la quasi-équité est sans garantie habituellement, ou avec garantie subalterne. Je m'explique. Quand un prêteur va, par exemple, prêter pour une maison, bien, il va prendre la maison en garantie. Donc, si l'emprunteur n'est pas capable de payer, il va perdre sa maison. Dans une entreprise, ça peut être le bâtiment, ça peut être les équipements, ça peut être les comptes à recevoir. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être prises en garantie. Donc, en économie sociale, il n'y a pas de prise de garantie. Ou s'il y a prise de garantie, ça va se faire en second rang. C'est-à-dire que si l'entreprise ferme, les prêteurs garantis en dette, donc on va parler dans la prochaine diapo, vont saisir les actifs, les revendre, et s'il reste de l'argent, les garanties subalternes vont pouvoir prendre cet argent-là. Donc, l'idée, c'est la quasi-équité, c'est laisser de la place, financer ce que les institutions ne financent pas habituellement parce qu'ils ne sont pas prenables en garantie. La liquidité, par exemple. Les banques ne financent pas de liquidité au démarrage. Donc, il faut aller soit j'arrive à la prochaine, dans 2 diapos, soit qu'on va en mise de fonds, en subvention ou en quasi-équité pour certains financements, j'en reparle tantôt. Donc, évidemment, ça réduit les risques de l'entreprise parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Donc, ça, c'est à prioriser
avant la dette. Donc, équité, quasi-équité et la dette. Donc, ça, c'est plus des prêteurs traditionnels, banques et Caisse des Jardins au Québec. Donc, c'est assorti de garanties. Je vous parlais des garanties tout à l'heure. Donc, ça peut être des garanties sur les actifs habituellement. Il peut y avoir des garanties supplémentaires. Il y a des programmes gouvernementaux qui existent ou même des fondations qui offrent des garanties sur des prêts. Et il peut y avoir aussi des garanties personnelles. Ça, je trouve ça important de vous dire d'éviter de mettre votre nom personnellement sur un prêt ou vos actifs personnels sur un prêt parce que le projet est collectif. Il faut faire très attention, ne pas mettre la pression sur certaines personnes parce que justement, dans un financement classique, un propriétaire d'entreprise va mettre sa maison en jeu, mais s'il y a de l'enrichissement, c'est lui qui s'enrichit. Tandis que là, si quelqu'un, dans une coopérative, met des garanties personnelles, c'est pas lui qui va s'enrichir personnellement parce que l'enrichissement se fait à travers le salaire ou la ristourne qui est basée sur le travail et non pas sur les investissements. Donc, ça débalance complètement le financement, la pression sur les membres. Et ça peut aussi distorsionner un peu la gouvernance parce qu'il y a comme un pouvoir informel qui peut s'installer là-dedans. Du fait que la personne a investi beaucoup d'argent, on va hésiter à la contredire parce qu'elle a comme permis le démarrage de la cour. Donc, à éviter les garanties personnelles ou les investissements personnels. Il faut que ça soit le plus équitable possible dans le groupe. Puis, les prêteurs en dette ont des conditions plus strictes habituellement. Il faut certains ratios à respecter, une tolérance plus limitée au manquement. Donc, s'il y a, par exemple, un rappel des garanties, ça peut souvent provoquer la faillite de l'entreprise. Donc, à prendre les financements par dette sont donc à mettre en dernière priorité parce que plus contraignants pour l'entreprise. L'endettement est-il à éviter? Ça, c'est quand même intéressant parce qu'on a souvent une réticence à s'endetter dans une entreprise d'économie sociale en particulier parce qu'on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de gros fonds personnels. Mais non, il n'est pas à éviter. C'est un levier de développement, en fait. Mais seulement si les revenus générés grâce au prêt, par exemple, on achète un équipement, c'est pour le faire fonctionner, pour le faire rouler. Par exemple, dans un cas d'expansion, on acquiert des équipements supplémentaires. Il faut que ces équipements-là génèrent plus de richesses génèrent plus de fonds que le remboursement du prêt. Donc, les revenus supplémentaires générés grâce au prêt doivent être supérieurs au paiement de capital et d'intérêt. Et la pression financière ne doit pas être excessive. Donc, si vous vous endettez au point d'être obligé à chaque matin de rentrer à reculons pour se demander qui qu'on paye ce matin, puis il faut payer le prêt, mais après, on va être capable de payer nos fournisseurs. Donc, il faut qu'il y ait une certaine partie faut qu'il y ait de la marge de manœuvre. Donc, on pourra voir ça dans les prévisions financières. On vous accompagnera là-dessus. Ensuite, la capacité d'endettement, évidemment. Est-ce que l'entreprise est capable de générer assez de fonds pour payer son service de la dette? Et ça, c'est des choses aussi qu'on va voir durant les prévisions. Et est-ce qu'elle est surendettée? Donc, est-ce qu'il y a de la place pour de l'endettement supplémentaire? Donc, c'est des choses qu'il faut faire très attention, mais non, l'endettement n'est pas mauvais en soi s'il il génère suffisamment de retombées pour l'entreprise pour qu'elle se développe. Ensuite, je disais tantôt que le financement est souvent lié à des actifs. Donc, on va financer en fonction de la durée des actifs. On ne financera pas un prêt de 15 ans pour payer quelque chose qui va être dont la durée de vie est de 5 ans. Parce que c'est comme une voiture. Il n'y a rien de pire que de payer une voiture qui ne fonctionne plus. Donc, par exemple, on fait un accident, on n'est pas assuré après 1 an, puis il nous reste encore 4 ans à payer notre voiture, c'est très frustrant. C'est la même chose pour le financement d'entreprise. Par exemple, un bâtiment va être financé sur 20 ans ou 15 ans, il faut que le bâtiment a une durée de vie à peu près de 15 à 20 ans, le prêt
s'il n'y a pas de rénovation, bien sûr, le prêt va être de la même durée. Donc, ou des stocks pourraient être financés par les fournisseurs. C'est du court terme. Il faut que ça soit du court terme avec du court terme et du long terme avec du long terme. Et aussi, en fonction des garanties disponibles, si c'est un actif qui n'a pas de prise de garantie, ça va être financé idéalement par des parts ou des subventions ou des prêteurs spécialisés, comme je disais tout à l'heure. Donc, des prêts avec moratoire, des subventions, etc. Donc, on va financer des liquidités avec des parts privilégiées, par exemple, ou des honoraires professionnels de consultants avec une subvention d'Emploi Québec, ou encore des liquidités peuvent aussi être financées par de la quasi-équité. Donc, il y a donc des liens à faire entre ce qu'on finance et comment on le finance. Donc, je vous remercie beaucoup. On se revoit à la prochaine capsule.